Avez-vous lu l'article dans la Gazette de dimanche sur l'expédition du navire britannique Discovery en Antarctique? Oui, mené par un certain Robert Scott, je crois. Comme ce doit être fantastique de pouvoir participer à un tel voyage. Fantastique peut-être, mais je plains ces gens qui vont passer des mois sur un bateau sans avoir l'assurance de revenir sains et saufs. William! C'est la première fois que j'assiste à un phénomène de ce genre. C'est un tremblement de terre. Inspecteur! Ah, monsieur! Georges, vous n'avez rien? Le séisme a-t-il fait des dégâts? Quel séisme? Celui qui vient de se produire. Je n'ai rien senti. Je vous cherchais pour vous signaler un cambriolage. Ce qui est étrange, c'est que le voleur n'a touché ni aux portes ni aux fenêtres. Peut-être s'agit-il de quelqu'un qui avait le double des clés, un employé. En fait, monsieur, tout indique qu'il est entré en passant par le sol. Eh bien, ce n'est pas banal. Vous pensez qu'on peut creuser un tunnel pour cambrioler une bijouterie? Je crois que ce trou en est la preuve, Georges. Et la question à se poser, c'est où conduit ce tunnel? On n'a trouvé aucune trace d'excavation dans les immeubles voisins. L'entrée du tunnel se trouve forcément tout près. Il a dû falloir beaucoup de temps pour le creuser. Oui, sans doute. Je me souviens de la fois où j'ai creusé la cave de ma tante Magnolia. Je suis parti d'un trou de la même dimension et j'ai bien mis 3 jours pour faire la largeur de la maison. Donc pour tout un quartier, ça prendrait des semaines. Assurément, monsieur. Très bien, nous allons devoir déblayer toute cette terre afin de découvrir où aboutit le tunnel. Et vous êtes l'homme de la situation, Georges. Dites-moi, d'où est-ce que ça vous vient, cette aversion à creuser des trous? Je n'en ai aucune. Et tout ce que je constate, c'est que vous êtes meilleur à cet exercice que moi. J'avoue qu'il faut connaître la technique. Ce n'est pas donné à tout le monde, en effet, de savoir exactement où il faut mettre un coup de pelle, de sorte que... J'avais des milliers et des milliers de dollars de marchandises et il ne me reste plus rien. Monsieur Blevitch, Il est reparti avec la princesse. La princesse? J'ai sa photo là. Le plus gros de tous mes diamants. Ça devait être un cadeau pour ma femme. Monsieur Blevitch, savez-vous qui aurait pu vouloir vous cambrioler? Oui, qui d'autre serait passé sous terre dans le but de me dépouiller? J'aurais dû me douter que ce salaud finirait par y arriver. Quel salaud! À votre avis, mon frère, pardi! Comment oses-tu m'accuser? Ton propre frère! Tu m'as d'abord volé ma clientèle et maintenant tu me voles mes bijoux! Tu honte à toute notre famille! Tais-toi donc, va! Espèce de guerrier traître sans cœur! Tu n'as jamais supporté ma réussite! Mère de ta famille au monde! Je ne pas parler de maman! Oh, tu ne mérites même pas dans ton trou! Bonjour, Émilie. Je vous dérange, peut-être? Du tout, Julia. Vous avez remarqué, dès que le sang commence à coaguler, ça devient presque impossible de l'éliminer de sous les ongles. En effet, c'est tenace. Pour que ça ne se voit pas, vous pourriez les recouvrir d'un vernis écarlate, si vous l'osez. Le scandale que ça causerait. Que me vaut l'honneur de cette visite? Demain après-midi, j'ai prévu d'assister à une conférence au musée de l'Ontario. Oh. Il y aura entre autres une intervention d'Elva Gordon, une spéléologue qui rentre à peine d'une expédition dans le Yucatan. Une spéléologue? Mademoiselle Gordon est une experte mondialement connue dans l'exploration de grottes. Ça promet d'être fascinant. Vous voulez venir? Avec joie. Monsieur, j'ai creusé sur près d'1 mètre, comme vous le voyez, et je n'ai toujours rien trouvé. Georges, ce trou est la seule trace d'effraction apparente. Il y a forcément un tunnel. J'ai noté un détail intéressant. La terre qui se trouvait au centre était assez meuble et donc facile à pelleter. En revanche, le long des parois, elle est plus compacte. Donc notre cambrioleur est entré en creusant un tunnel qu'il a ensuite remblayé avec de la terre meuble. C'est insensé. Georges, est-ce vous qui avez creusé ces sillons? Non, monsieur. Ils sont parfaitement circulaires. Comme s'ils avaient été faits par une machine. Exact. Je doute que le voleur se soit servi d'une pelle pour percer ce tunnel. Des suspects pour le cambriolage d'hier? C'est le frère? Ou doit-on interroger tous les types qu'on croise avec une pelle? D'après les indices dont nous disposons, je pense que ce tunnel a été foré par une machine. Vous espérez me faire croire que ce voleur aurait mis au point une machine pour percer des tunnels dans les entrailles de la Terre? En fait, monsieur, c'est juste sous la surface de la Terre.
Bon sang. Selon mes estimations, c'est une machine de forme cylindrique avec un diamètre d'environ 1,20 m qui creuse le sol et rejette la terre derrière elle au fur et à mesure qu'elle avance. Comment? Grâce à la rotation hélicoïdale. La quoi? Et disons qu'elle se comporte comme une vis géante. Bon. Je vous ai fait un croquis de ce qui, selon moi, a pu servir à notre cambrioleur pour commettre son méfait. Vous croyez vraiment qu'il a construit un engin pareil? Oui. Ou bien de même type. Voyez-vous, c'est une grande foreuse capable d'ouvrir un tunnel dans le sol tout en rejetant derrière elle la terre qu'elle déplace. Et puis, toujours de la même manière, lorsqu'elle fait marche arrière, elle comble le trou. Je sais que c'est abracadabrant, mais c'est la seule façon logique d'expliquer comment on a pu forer un tunnel pareil et ensuite le remblayer. Combien ça coûterait de fabriquer cette foreuse à vis? Pour cela, il faudrait avoir à sa disposition des moyens considérables. Des dizaines de milliers de dollars, j'imagine, voire plus. Et quelle est la valeur des diamants qui ont été dérobés? Approximativement 2000 $, monsieur. Vous êtes d'accord que ce serait pas très rentable? Et si c'était un type avec une pelle, tout simplement? Mais enfin, le docteur Ogden et moi avons ressenti d'étranges vibrations sous nos pieds alors que nous marchions dans Duke Street à l'instant où s'est produit le cambriolage. Et il y a des sillons manifestement laissés par une machine sur les bords du trou. Si je dois trancher entre ça et un Pékin armé d'une pelle, je mise sur la pelle. Interrogez le frère. C'est peut-être une brouille familiale. Messieurs, une autre boutique a été cambriolée cette nuit, mais on ne l'a découvert que ce matin. Ainsi qu'un trou énorme dans le plancher. Il ne chôme pas, ce Pékin armé d'une pelle. Qui est la victime? Il y en avait pour plusieurs milliers de dollars. Entre les alliances, les cognes et les boucles d'oreilles. Tu m'as ruiné, sale voleur. C'est moi que tu traites de voleur. Oui, tu t'es mis en tête que j'avais cambriolé ta boutique. Peut-être que le second frère s'est vengé en cambriolant le premier parce que lui-même venait de le cambrioler. C'est possible, mais alors il aurait dû faire en à peine quelques heures ce qui d'ordinaire prendrait au moins une semaine. Ou il a utilisé le même tunnel pour passer d'une boutique à l'autre. Et nous avons creusé en espérant atteindre ce tunnel, mais il semble qu'il ait été complètement remblayé. Je crois qu'il vaudrait mieux poster des agents devant toutes les bijouteries de Toronto. Toutes les bijouteries de la ville? Oui, car ce pourrait être le début d'une longue série de cambriolages. Tâchons de rester discrets. Inutile de faire peur aux gens avec cette histoire de cambrioleur-foreur. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Et d'où viennent-elles? D'Amérique latine. Je m'assois ici. Oui, je vous en prie. Merci. Merci à tous d'être venus. Dans le cadre de mes fonctions de géologue attaché au musée de l'Ontario, il m'a été donné la chance unique de cataloguer les nombreuses découvertes de notre conférencière. Il y a de ces personnages excentriques dans les musées. C'est une exploratrice, une aventurière et une femme infiniment douée. Notre experte en archéologie, Mademoiselle Elva Gordon. Je me demande bien de quoi elle a l'air moins pire que nos Espagnes. Vous avez vu ses cheveux? Oui, est-ce qu'elles sont courtes? Je trouve que ça lui va bien. Je vous avais prévenu. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de ma dernière aventure. Je rentre d'un voyage dans le Yucatan où j'ai exploré certaines des grottes les plus profondes jamais recensées. Et je suis parvenue à une conclusion renversante. Une conclusion que les membres du conseil d'administration du musée m'ont prié de ne pas exposer. Vous entendez ça? C'est tout à fait inopiné. Une conclusion qui a provoqué l'arrêt total des fonds qui m'étaient alloués. Oui, ces messieurs ont décrété que j'avais perdu la tête et veulent limiter mes activités au seul musée. Me voilà donc à cataloguer des morceaux de roches sédimentaires au lieu d'explorer des mondes inconnus. Mais je refuse d'être réduite au silence. Et je suis venue vous annoncer aujourd'hui que selon toute vraisemblance, la vie existe dans les entrailles de la Terre. En ce moment même, sous nos pieds, des créatures appartenant à une race encore inconnue vaquent à leurs occupations quotidiennes.
Je vous en prie, Émilie, cessez donc de tergiverser. Vous trouvez sa théorie grotesque. Je ne suis pas vraiment convaincue, en effet, que notre sous-sol soit peuplé de créatures à l'apparence humaine. En revanche, j'admire Mademoiselle Gordon pour son esprit d'aventure. Si personne n'avait pensé que la Terre pouvait être ronde, on n'aurait jamais découvert l'Amérique. La rotondité du monde a été prouvée par un grand nombre de phénomènes physiques observables, Julia. Mais ses vêtements et sa coupe de cheveux... Quelle femme étonnante, tout de même. Oui, je suis de votre avis. Et j'ai beaucoup de peine pour elle. Une aventurière de sa trempe, enfermée dans un musée avec comme seul souvenir de ses expéditions passées une boîte de photographie. Cette femme s'est fait couper les ailes, pas seulement les cheveux. Bien le bonjour, mesdames. George. Émilie, voulez-vous que je vous invite à déjeuner? Il y a un marchand ambulant de New York qui vend ce qu'il appelle des hot dogs. C'est un vrai succès à l'exposition panaméricaine. Oh, ce que c'est dommage, George. Malheureusement, j'ai déjà mangé. Il y avait des sandwichs après la conférence à laquelle nous avons assisté. Vous étiez à une conférence? Rien que toutes les deux? Oui, le docteur Ogden m'a proposé de l'accompagner. Ça vous aurait plu, George. La principale intervenante défendait avec ferveur une théorie assez insolite. Oh. Selon elle, il ne serait pas impossible que des créatures vivent dans les entrailles de la Terre. Eh bien ça alors. Vous serez déçu d'apprendre que le docteur Grace trouve cette hypothèse fantaisiste. Rien que la gravité suffit à écarter l'idée que le centre de la Terre puisse être creux. N'empêche, imaginez qu'il y a des gens sous terre, c'est troublant. Si j'avais su le véritable sujet de la conférence, je vous aurais invité. Oh, c'est très gentil, mais de toute façon, il fallait que je travaille. J'ai passé la journée chez un bijoutier à attendre... À attendre quoi, George? la remontée d'un voleur qui se déplace sous terre. Le docteur Ogden et moi marchions à un pâté de maison au sud de la bijouterie lorsque nous avons senti les vibrations. Je me demande dans quelle direction se dirigeait l'excavatrice. Je ne sais pas si je devrais vous parler de ça, monsieur, mais j'ai récemment eu vent d'une théorie des plus insolites. Peut-être bien que le cambrioleur se dirigeait vers le bas. Le bas? Oui. Pour vous faire un résumé, des tas de gens sont persuadés que dans les entrailles de la Terre se cachent d'étranges créatures. Je ne sais pas quoi répondre à cela, George. Les docteurs Grace et Ogden étaient à une conférence sur le sujet, justement. Cela pourrait expliquer nos deux cambriolages. Comment? Eh bien, peut-être que ces intraterrestres creusent des tunnels vers la surface pour voler nos diamants et qu'ensuite ils repartent dans l'autre sens afin de retrouver leur habitat. Je ne sais pas non plus quoi répondre à cela, George. Je ne puis en parler avec autorité, je ne suis pas un expert. C'est certain. Tout de même, l'idée que des créatures puissent vivre dans les entrailles de la Terre... est absurde. George, rien que la gravité suffit à rejeter une telle éventualité. Vous aviez raison, il y a eu un autre cambriolage cette nuit. Dans une bijouterie? Il y avait un agent sur place? Oh, notre voleur s'est lassé des bijoux. Et oui, cette fois il s'en est pris à la caisse populaire des Grands Lacs. J'y avais placé tout mon argent. Oh. Murdoch, écoutez ça. Un cambrioleur creuse des tunnels pour s'introduire chez ses victimes. Heureusement qu'on devait rester discret. Les gens vont avoir peur de perdre leur argent et le plus agaçant, c'est qu'ils n'ont pas tort. En fait, monsieur, le personnel de la banque a dressé un inventaire détaillé et il semblerait que le cambrioleur n'ait pas pris d'argent. Seulement des diamants. Seulement des diamants. Mais enfin, Murdoch. Et ça pourrait être pire. Et comment? Ce cinglé a mis au point une machine avec laquelle il peut s'introduire n'importe où. Il creuse des tunnels en pleine nuit comme une saloperie de taupe. Monsieur, je ne crois pas que cette machine soit capable de pénétrer dans n'importe quel bâtiment. Qui plus est, je doute qu'elle puisse parcourir de longues distances. Cela demanderait énormément d'énergie. Et autre chose, il s'avère que tous les cambriolages ont eu lieu dans cette zone restreinte de Toronto. Donc il ne peut entrer que dans les immeubles des quartiers Est. Je doute fort qu'il en soit seulement capable, monsieur. La chambre forte de la Caisse populaire des Grands Lacs n'a pour sol que du plancher recouvert de carrelage ordinaire. Mais la plupart des banques ont été rénovées et possèdent des sols en granit. Que sa machine ne peut pas forer. C'est mon avis. Les autres banques de la ville devraient être à l'abri. Inspecteur Brackenreed, le maire vous demande au téléphone. Merci, Higgins. Quand bien même les banques seraient en sécurité, il faut qu'on arrête ce petit malin. Pour ça, je dois d'abord découvrir son identité. J'ai vu de mes propres yeux des signes tangibles de leur civilisation. Vraiment? Et croyez-vous qu'elle est aussi avancée que la nôtre? Oh, cela me paraît peu probable, agent Crabtree. Car je pense qu'elle pourrait être en fait bien plus avancée. Dans ce cas, ces êtres pourraient-ils fabriquer des machines leur permettant de voyager sous terre? C'est possible, oui. Et qu'en est-il de nos richesses? Pensez-vous que
les richesses de notre monde, les diamants par exemple, ont de la valeur pour les habitants de la Terre creuse. Agent Crabtree, nous n'avons pratiquement aucune information sur ces créatures et il serait par conséquent déraisonnable de formuler de telles hypothèses. Mais c'est possible. C'est envisageable, oui. Écoutez, j'ai la conviction qu'on a construit une machine si puissante qu'elle permet de s'introduire dans les banques en creusant des tunnels afin de dérober nos matières précieuses et de les rapporter dans les profondeurs de la Terre. Personnellement, je rêverais qu'il existe un monde fantastique dans les entrailles de la Terre. Mais comme toujours, j'attends d'en avoir la preuve. N'oubliez pas qu'il y a une grosse différence entre la littérature et les articles scientifiques. Honnêtement, mademoiselle Gordon, je suis étonné qu'un sujet pareil ait donné lieu à tant d'ouvrages. La théorie dite de la Terre creuse est on ne peut plus valable et scientifique. Par exemple, dans ce livre-là, il est question de preuves matérielles étayant une ancienne croyance des Indiens Iroquois, selon laquelle nos lointains ancêtres auraient émergé des profondeurs de la Terre par des tunnels aujourd'hui cachés sous le lac Ontario. Le lac Ontario? C'est incroyable. N'est-ce pas? Et d'aucuns pensent que leurs déplacements sont ce qui provoque nos séismes. Nous n'allons pas essayer de retrouver le voleur en recreusant les tunnels qu'il a bouchés. Au lieu de ça, nous allons tout bonnement retracer son parcours. Comment allons-nous procéder? Eh bien, selon moi, Georges, si la banque a été cambriolée cette nuit, c'est pour une raison simple. L'absence d'un sol en granit dans sa chambre forte. Et je crois que l'excavatrice du voleur n'est pas capable de traverser des surfaces dures. Alors qu'avec ça, on y arrive. Non, ce n'est pas du tout l'usage de ces outils, Henri. Cette excavatrice, donc, doit rester juste au-dessous de la surface pour conserver son énergie. Et comme aucun immeuble d'habitation n'a été endommagé, je pense que le voleur fait à chaque fois en sorte d'éviter les caves, les fondations, les conduites d'égout. Ce qui veut dire qu'il se déplace uniquement sous la chaussée. C'est ça, Henri, c'est tout à fait ça. Donc, nous allons prélever des échantillons de sol à quelques dizaines de centimètres sous la surface et à intervalles réguliers le long de chaque rue qui part de la banque. Si la terre ainsi collectée est compacte, cela sera le signe que l'excavatrice n'a pas emprunté cet itinéraire. En revanche, si nous obtenons de la terre meuble, alors cela nous indiquera dans quelle direction s'est dirigée cette machine. Monsieur, une question. Si en fait notre voleur est un intraterrestre, ne serait-il pas logique qu'il soit redescendu apporter son butin à ses congénères? Georges, tâchons de voir ce que donnent les échantillons de sol, déjà. Au travail. Monsieur, je me suis documenté sur le sujet et j'ai lu un article édifiant selon lequel le président des États-Unis est aussi partisan de la théorie de la Terre creuse. Vraiment? Enfin, pas l'actuel président, mais John Quincy Adams avait envisagé d'envoyer une expédition au pôle Nord dans le but d'y chercher l'entrée d'un tunnel, avant que son projet ne soit rejeté par le Congrès. Celui qui gardait un alligator dans la salle de bain de la Maison Blanche, ce John Quincy Adams? Oh, écoutez, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il y a un autre soleil au centre de la Terre. Au contraire, je pense qu'il y fait nuit noire, si bien que les intraterrestres ont la peau extrêmement claire. À tel point qu'elle est presque translucide. Et ils ont un gros nez en trompette aussi. Ce sont des créatures à museau qui s'orientent grâce à leur sens de l'odorat. Et non, grâce aux ondes sonores, évidemment, comme les chauves-souris. Elles émettent des cris perçants du genre « Ni, ni !» qui sont renvoyés par les parois des tunnels. Et... Georges, comment se fait-il que nous n'ayons encore jamais vu ces créatures à museau dans ce cas? Elles sont allergiques au soleil, comme les vampires. Et je sais ce que vous allez me dire, il n'y a pas de vampires. Non. En Amérique. Georges, vous devriez vous remettre au travail. Franchement, c'est une perte de temps. Et puis comment expliquez-vous les séismes? Je suis certain que tôt ou tard, la science sera en mesure d'expliquer les tremblements de terre. Je dis seulement qu'on ne trouvera jamais cette machine si elle est allée droit dans les entrailles de la Terre. Eh bien, dans l'hypothèse où vous auriez raison, je serais prêt à reconnaître le bien fondé de votre théorie de la Terre creuse. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Je n'arrête pas de repenser à votre conférence. Je l'ai trouvée à la fois curieuse et surprenante. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec une autre femme de science. Tous ces risques que vous prenez sur le plan professionnel et personnel, c'est tellement grisant. Et je ne voudrais pas avoir l'air futile, mais votre coiffure... Oh, je vous assure que je n'ai la prétention ni d'être audacieuse ni de lancer une nouvelle mode. Essayez de passer 3 semaines dans la jungle ou dans une grotte avec seulement un minuscule cours d'eau pour vous laver et vous serez prête aussi à vous couper les cheveux. Ce que j'aimerais pouvoir vivre toutes ces aventures. Tout de même, Dr. Grace, vous êtes médecin légiste. Je sonde les mystères de notre mère la Terre et vous explorez ceux du corps humain. Je pense qu'il y a un côté aventureux dans les deux domaines. Certes, mais le courage dont il faut faire preuve pour s'aventurer dans ces grottes plongées dans les ténèbres... n'est sans doute rien comparé à la force d'âme nécessaire pour découper tous ces cadavres. J'avoue que ce n'était pas très facile au début, mais avec le temps, ça l'est devenu.
Le fait est que nous entrons dans une ère nouvelle et ô combien merveilleuse. Une époque où les femmes comme nous doivent lutter pour avoir la chance d'explorer le monde de la même façon que nos homologues masculins. C'est vrai. Avec un peu de détermination, on peut tout étudier, même les sujets les plus extravagants. Docteur, je ne peux m'empêcher de déceler chez vous une certaine incrédulité à l'égard de ma théorie. Oh, je ne voulais surtout pas vous froisser, mademoiselle Gordon. Je ne suis pas froissée et j'apprécie votre scepticisme. Car si vous adhériez aveuglément à la théorie de la Terre creuse, là, ça me vexerait. J'ai rencontré un agent de police récemment. Et cet homme voulait tellement y croire qu'il s'intéressait davantage à un monde fantastique rempli de machines souterraines plutôt qu'aux preuves tangibles que l'on était en mesure de lui présenter. Un agent de police? Monsieur, nous avons procédé à des prélèvements de sol le long de Mutual Street et les échantillons obtenus ne contiennent que de la terre meuble. Ce qui indique quel trajet a emprunté l'excavatrice. Oui, mais le chemin se divise alors en deux branches, l'une partant à l'ouest sur Ann Street et l'autre continuant au sud sur Mutual. Ce qui veut dire que le voleur est arrivé d'un côté et reparti de l'autre. Possible. Seulement au carrefour avec Gerrard Street, il y a à nouveau deux branches, l'une vers l'est et l'autre vers l'ouest de la rue. Il a dû quadriller tout le quartier, c'est la seule explication. Monsieur, cela nous fait trop de pistes à suivre. En revanche, nous avons constaté qu'après 50 mètres sur la branche est de Gerrard Street, le chemin s'arrête brusquement. Un cul-de-sac? C'est ça. Avez-vous vu une trace quelconque de la machine? Non, et la chaussée à cet endroit ne comporte pas le moindre trou. Peut-être que c'est là que le voleur a fait demi-tour. Ou alors qu'il a commencé sa longue descente vers les entrailles de la Terre. En tout cas, il est clair que cette méthode de recherche par forage n'est pas des plus productives. Il doit y avoir un autre moyen. Monsieur, il y a eu un autre cambriolage, au sud de Front Street. Dans une banque? Non, cette fois-ci, il s'agit d'un laboratoire. J'ignore quand c'est arrivé. J'étais à l'étranger et à mon retour, tout était saccagé. Pourtant, ce laboratoire est une forteresse que j'ai moi-même conçue. J'ai renforcé les fenêtres, électrifié la porte. Chaque point faible est protégé. Professeur Room, pourquoi avoir installé un tel système de sécurité dans un laboratoire? Pour éviter qu'on le cambriole. Que vous a-t-on volé? Tout. Pourriez-vous être plus précis? Le cambrioleur en avait après ma technologie. Et quelle est la technologie dont vous parlez? Si je vous le disais, vous connaîtriez aussi mes secrets. Professeur Room, les outils nécessaires à votre technologie sont bien en évidence autour de vous. Un four de fusion, une grande quantité de nickel brut, des cuvettes, vraisemblablement pour de la galvanoplastie. La galvanoplastie existe déjà depuis une centaine d'années. En ce cas, votre cambrioleur a dû repartir très déçu, j'imagine. Il n'était sûrement pas déçu. Dois-je comprendre que vos recherches ne se limitent pas à cela? Bien sûr que non. Je vous repose donc la question, que vous a-t-il volé? Des diamants. Il voulait encore plus de diamants? Il voulait s'approprier ma technologie. J'ai mis au point un procédé de galvanoplastie à l'aide de diamants. Et mon voleur est à présent capable de le faire. La galvanoplastie consiste à séparer les atomes constitutifs d'un métal donné pour les regrouper sur un objet, lui aussi un métal, dont on veut recouvrir entièrement la surface. Et ce professeur a trouvé comment faire avec des diamants. D'après ce qu'il dit. Sauf que la galvanoplastie se fait d'ordinaire à partir de métaux comme le nickel ou bien encore l'or. Ça devrait être impossible à réaliser avec des diamants. Plus impossible que de construire une foreuse à vis géante? Une chose est certaine, je me méfie de ce professeur. Si ça se trouve, il a inventé cette fichue machine dans le but d'écumer la ville et il se fait passer pour une victime afin de ne pas être suspecté. Peut-être bien. Mais en supposant que le professeur Room ait vraiment réussi à mettre au point le procédé dont il parle, et en supposant également que le voleur s'intéressait bien à cette technologie, il est tout à fait possible qu'il ait dérobé tous ces diamants pour autre chose que leur valeur marchande. Il voulait offrir des jolies babioles à sa femme. Je me demande s'il ne les aurait pas pris plus tôt pour leur dureté. Leur dureté? Le diamant est la substance naturelle la plus dure que l'on connaisse actuellement. Avec une foreuse recouverte de diamants, notre coupable pourrait percer à travers n'importe quel matériau. Et ce saligo serait capable de piller toutes les banques de la ville. Ça pourrait bien être le cas. Monsieur, la dernière édition. Merci, Higgins. Qui échappera à la rapacité des hommes taupes? Il y a même le témoignage d'un de nos agents, qui veut rester anonyme.
Comme je l'ai expliqué à votre collègue, cette panique autour des hommes taupes est complètement dénuée de sens. Nous ne savons même pas s'ils sont dangereux. Peut-être bien que leur peuple est de nature bienveillante. Cela dit, ces gens pourraient aussi être des monstres, qui voudraient à tout prix nous réduire à l'esclavage. George, est-ce que nous pourrions aller déjeuner? Nous avons tout le temps pour ça, enfin. Ce monsieur a peut-être d'autres questions. Vous avez dit qu'il fallait faire vite avant qu'il n'y ait plus de hot dog. Oui, mais les hot dogs sont... Tenez-vous bien, il fonce droit sur nous. George, que se passe-t-il? Les revoilà. Messieurs, messieurs, les hommes taupes sont passés juste au-dessous de nous. George, notre cambrioleur n'est pas un homme taupe. Ça pourrait en être un. Ou le croque-mitaine, allez savoir. Dans quelle direction se propageaient les secousses? Je ne sais pas, c'était trop difficile à percevoir au milieu de tout ce chaos. Il nous faudrait un moyen fiable de mesurer ces vibrations. Je parie que vous avez quelque part un machin pour ça, Murdoch. Ça ne saurait tarder. À quoi sert donc ce drôle d'instrument, monsieur? Il s'agit d'un sismographe, George. Enfin, ça, c'est un modèle rudimentaire. En clair, dès qu'il y aura une vibration dans le sol, le crayon que vous voyez attaché à ce pendule va alors retranscrire la dite vibration et nous fournir des données sur son intensité. Ce n'est pas du tout rudimentaire, félicitations. Oh, vous savez, un certain John Milne conçoit depuis longtemps des sismographes bien plus complexes. Il a passé quelques années au Japon à étudier les séismes. On trouve ces appareils partout dans le monde. Et il en a fait installer un ici même, justement, à Toronto. Dans ce cas, pourquoi ne pourrions-nous pas nous servir de ces mesures? Excellente question, George. Je vous explique. Un séisme se manifeste par une onde de choc qui provient d'un foyer unique, l'épicentre. D'accord. Malheureusement, il est difficile de localiser notre cambrioleur foreur car il bouge et donc cela crée de nombreux épicentres. Comment allons-nous réussir à le trouver dans ce cas? En utilisant plusieurs appareils. Voyez-vous, en mesurant l'intensité de ces vibrations, il sera alors possible de calculer la position exacte du cambrioleur. En bref, Simon, Sismotruc fait des plus gros zigzags que celui de Crabtree. L'homme taupe est plus près de moi. Exactement, monsieur. Et plus j'aurai de mesures, plus je pourrai déterminer avec exactitude où est le voleur. Donc je suis censé rester là tout seul toute la nuit, à guetter si ce crayon se met à bouger. Oui, agent Higgins. Et puisque vous êtes payé pour ça, je veux que vous m'appeliez si vous le voyez bouger ne serait-ce que d'un seul millimètre. À vos ordres. Merci. Monsieur, j'ai demandé à Jackson de me relayer devant le sismographe. Excellente idée. J'aurai besoin de vous quand les données commenceront à arriver. Je me demandais, monsieur, ces mesures pourront-elles nous dire si la machine est en train de descendre? Non, George. Elles nous indiqueront seulement à quelle distance elle est par rapport à chaque poste de surveillance. Dommage. Et si notre cambrioleur ne frappe pas, finalement? Alors nous aurons enfin droit à une soirée calme. Bureau de l'inspecteur Murdoch? Ah, Henry, je vous écoute. Entendu. Monsieur, il dit qu'il sent le fumet des hot dogs et il voudrait savoir s'il peut aller en acheter un en vitesse. George, il a déjà fait une pause pour dîner il y a 20 minutes et une autre 2 heures avant, d'ailleurs. Henry, l'inspecteur dit que vous... Monsieur, selon lui, c'était plutôt il y a 30 minutes. Agent Higgins, raccrochez, vous occupez la ligne. Henry, je vous ai dit de... Murdoch? Oh, Je vous prie de m'excuser, monsieur. La foreuse est en train de passer sous mes pieds. Le crayon ralentit.
Ça ne fait rien, monsieur. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi? Pour coincer notre homme, la méthode la plus simple est... Le crayon ne bouge plus. Bon sang, Murdoch. Ils viennent nous échapper. Non, au contraire, monsieur. Si l'appareil ne détecte plus de secousses, cela veut dire que l'excavatrice s'est certainement arrêtée. Il ne nous reste plus qu'à calculer sa position maintenant. Ah. Monsieur, les derniers relevés des sismographes. Vous aviez raison. Ils se sont tous arrêtés à 9h20. Très bien. Si je me réfère à ces mesures, le cambrioleur devrait se trouver à environ 180 mètres au nord-ouest de ce poste de surveillance. Ici. C'est à l'angle de Church et Gould? Exactement là où se trouve le musée. Maréchaussée de Toronto, c'est pour une perquisition. Commencez par le sous-sol. Certaines salles sont fermées à clé. Il faudra que je vous ouvre. C'est vous, agent Crabtree? Est-ce que je peux vous aider? Le plus gros de mes diamants. Un cadeau pour ma femme. C'est un très joli bijou que vous portez sur votre veste. Puis-je vous demander d'où il vient? Quelqu'un me l'a offert. Inspecteur? Oh, inspecteur Murdoch. Monsieur, voici mademoiselle Gordon. Merci, George. Allez voir ce que vous pouvez trouver dans son bureau, s'il vous plaît. Cette broche, mademoiselle Gordon, qui vous en a fait cadeau? C'est un soupirant anonyme. Oh, serait-ce par hasard le professeur Room? Je ne connais pas cette personne. Quand est-ce que ce soupirant vous a fait cadeau de ce bijou? Je l'ai reçu hier. Ah, était-il accompagné d'une lettre? Non, il n'y avait que le diamant. Mais comment savez-vous que c'est le cadeau d'un soupirant dans ce cas-là? Peut-être bien que quelqu'un l'a perdu. Alors ce quelqu'un a perdu aussi beaucoup de roses et de bonbons au cours de ces derniers mois. Mademoiselle Gordon, que faites-vous dans ce musée à une heure aussi tardive? Je travaille. Et je suppose que vous pourrez me fournir un alibi pour les différentes nuits de cette semaine. Eh bien, hormis ce soir, non, j'étais soit au musée, soit chez moi à dormir. Oh, c'est vraiment très ennuyeux. Je ne vous le fais pas dire, inspecteur. Je préférerais 1000 fois camper sur une grande plaine rocheuse, repartir en voyage, à l'aventure et continuer mes explorations. Ranger des papiers seul dans un musée la nuit, effectivement, c'est très ennuyeux. Et ça vous donne de bonnes raisons de prendre les mesures nécessaires pour inverser la situation. C'est vrai. Si je le pouvais, je volerais des banques. Mais il n'en est rien. Ce diamant la relie au cambriolage. Qu'elle passe la nuit en cellule. Je suis d'accord pour que mademoiselle Gordon reste en détention le temps que l'on fouille le musée, mais je doute que ce soit notre voleur. Enfin, Murdoch. Cette foreuse à vis nous a menés droit à elle. Elle est mêlée à cette histoire, c'est forcé. Il a besoin de fonds. Et elle n'a qu'une seule chose en tête, retourner explorer ces foutues grottes. Je sais, mais dans mon fort intérieur, je pense qu'elle dit la vérité. Je vais faire du thé. Ensuite, je reporte cet écartement correspondant à la distance que nous devons garder avec chacun de ces points. D'accord. William, Julia, que faites-vous ici? Il est tard. j'ai appris qu'Elva Gordon avait été arrêtée. Est-ce vrai que c'est une criminelle? Nous la soupçonnons d'être liée d'une manière ou d'une autre à tous ces cambriolages. Inspecteur William Murdoch. Henry? Attendez, calmez-vous, Henry. Et donnez-moi vos mesures. Oui. C'est tout. Je vous remercie, Henry. George, collectez les mesures des autres agents, s'il vous plaît. Les mesures? Oui. Nous avons installé des sismographes dans les quartiers Est. Et grâce aux mesures de vibration qu'ils vont nous fournir, nous devrions pouvoir trouver le voleur. Monsieur, poste numéro 3, 4,1. Numéro 2, 1,7. Numéro 5, 3,6. Voyons. Il est actuellement à 180 mètres au sud-quart sud-ouest de Gould et de Church.
Poste numéro 3, 3,0. Numéro 4, 1,1. Numéro 5, 0,8. Alors, poste 5, 0,8. Ce qui nous fait approximativement 110 mètres à l'est. Il va vers l'est, le long de Wilton Avenue. Mais Wilton... Poste numéro 3, 2,2. Poste numéro 7, 1,6. Et poste numéro 8, 1,5. William? Une minute. Monsieur? Il se dirige toujours vers l'est. Monsieur? William? Monsieur, je crois qu'il nous fonce dessus. Nous allons être attaqués. Julia, il faut que nous quittions ce bâtiment avant qu'il ne s'effondre. Sortez tous de l'immeuble! Évacuez les lieux! Vite, tout le monde dehors! Les hommes taupes arrivent! William, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Pourquoi viendrait-il ici? Mademoiselle Gordon? On l'a laissé en cellule. Je prends ces agents. On va se déployer au nord et voir si on trouve des indices. Cette machine ne peut pas parcourir de très longues distances. Ça ne sert à rien de chercher plus loin que Sinclair Avenue, je pense. Ah oui, quand même. Punaise. Je vous avertirai si je reçois de nouvelles mesures. Bon, comment? Ce coup-ci, on va l'avoir. Je coincerai moi-même cette taupe s'il le faut. Préviens tout de suite. Monsieur, c'était un appel de nos hommes qui fouillent le musée. Quand l'excavatrice s'est mise en route, ils ont entendu du bruit. Ils sont alors tombés sur un passage secret reliant le sous-sol du musée aux égouts. Et là, ils ont découvert l'entrée d'un long tunnel. L'excavatrice était juste en dessous du musée depuis le début, donc. Mais si Elva Gordon n'était pas aux commandes de cet engin, que faisait-il là-bas? Le voleur était allé la voir. Mais nous avions déjà arrêté Mademoiselle Gordon. Il l'a suivi jusqu'ici. Mais comment a-t-il su que nous l'avions arrêté? Il était présent. Il y avait quelqu'un d'autre au musée lorsque nous avons emmené Mademoiselle Gordon, le géologue. Monsieur Humphries? Oui. Ce drôle de monsieur? Mais il semble si inoffensif, pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Voyons, la machine se dirige vers le nord. George, apportez-moi le plan cadastral. Voilà, il est écrit ici qu'un certain H. Humphries est le propriétaire du 7 Wood Hill Lane. George, allez trouver l'inspecteur Brackenreed et donnez-lui l'adresse. C'est juste au nord de Bloor Street. Entendu. Herbert? S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Je vous observe de loin depuis si longtemps. Inspecteur Murdoch de la maréchaussée de Toronto. Ouvrez la porte et rendez-vous, Humphries. Faudrait une hache ou bien un marteau. Cette porte ne résistera pas longtemps. Elva, j'ai quelque chose à vous proposer. Ce n'est pas de m'épouser. Non, il s'agit d'un projet plus grand encore. Des diamants. Vous êtes mon soupirant. Elva, j'ai toujours eu une immense admiration pour vous. J'attends ce moment depuis des années. Et aujourd'hui, je peux enfin vous offrir ce merveilleux cadeau. C'est vous qui avez fait ça. Je l'ai fait rien que pour vous. Cet engin peut passer à travers les roches les plus dures sans aucune difficulté. Désormais, il n'y a plus de limite. Nous pouvons voyager jusqu'au centre de la Terre, découvrir des civilisations inconnues. Ensemble, nous avons l'occasion d'accomplir ce dont vous avez toujours rêvé.
Montez à bord. Ayez le courage de vos ambitions. Je l'ai eu. C'est d'accord. Restez en arrière. Écartez-vous! Regardez ces âneries, Murdoch. Faut-il avoir peur que les hommes taupes frappent à nouveau? Ces crétins ne savent pas que le cambrioleur et l'autre espèce de folle sont enterrés 30 mètres sous nos pieds. C'est n'importe quoi. William, Julia? je me demandais si vous auriez le temps de m'accompagner déjeuner. Je pense bien que oui. Je sais que ce qu'ils ont fait n'était pas très légal, mais j'éprouve de la peine quand j'imagine Mademoiselle Gordon et Monsieur Humphreys suffoqués à des dizaines de mètres sous terre. J'ai comme l'impression que cette femme vous fascinait. J'admirais sa passion, oui. Sans doute voyage en elle un alter ego. Alors, ce n'est pas vraiment comparable, mais personne ne me soutenait non plus quand j'ai commencé la médecine. Elle doit être morte à l'heure qu'il est. Je n'en suis pas si sûr. Ce matin, je suis allé voir le fameux sismographe de John Milne, un appareil fantastique. Saviez-vous que l'on peut régler sa sensibilité de sorte à détecter des mouvements infimes dans la croûte terrestre de l'autre côté du monde? C'est vrai? Et figurez-vous que la secousse la plus récente qu'il a mesurée provenait de tout près d'ici. Mais alors, vous pensez que... Tout indique que ces vibrations se sont produites sous le lac Ontario. Là où Mademoiselle Gordon était persuadée qu'il y avait de la vie? Exactement. Là, merci. 2 hot dogs à la moutarde et aux oignons, mon brave. Quel soulagement que cette histoire d'homme taupe soit enfin derrière nous. Elle n'a peut-être pas encore commencé. Notre cambrioleur n'était pas un intraterrestre. Cela dit, il n'est pas exclu qu'un jour, les vrais hommes taupes se décident à entrer en contact avec nous. Et voilà. Ah, Merci. merci. Hot dog moutarde, je vous prie. Tout de suite. Délicieux. Non mais vraiment, Georges.